Le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, les canons du cuirassé allemand Schleswig-Holstein ouvrirent le feu sur la garnison polonaise de Westerplatte. Ce n'était pas le premier coup de feu de l'histoire, mais ce fut celui qui ouvrit 6 années de boucherie au cours desquelles périrent entre 70 et 85 millions de personnes. Ce qui suivit ne fut pas inévitable. Chaque tournant de cette guerre dépendit de décisions qui auraient pu être différentes, de moments où le fil de l'histoire bascula à peine de quelques millimètres et le monde entier bascula avec lui. Voici les 20 moments qui ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Avant de continuer, si vous êtes un véritable passionné de la Seconde Guerre mondiale, je veux vous montrer quelque chose de spécial. Nous avons créé une collection consacrée à la bataille de Berlin de 1945, avec plus de 200 photographies historiques inédites ou très rarement vues. Une collection qui vous permettra de parcourir visuellement les derniers jours du Troisième Reich, soldats, véhicules, rues détruites et scènes surprenantes de la bataille. Si vous voulez la découvrir en intégralité, cliquez sur le lien dans la description et obtenez dès maintenant votre collection. Enfin, le coup de Sichelschnitt, la traversée de la Meuse et le piège des Flandres, 10 à 15 mai 1940. Le matin du 9 mai 1940, les soldats belges plantaient des pensées autour de leur caserne. À Paris, les cafés étaient bondés et l'hymne officieux du moment était « J'attendrai ». Le général Maurice Gamelin, commandant en chef allié, avait rétabli les permissions de fin de semaine. Le lendemain, à 5h35 du matin, le monde que ces hommes connaissaient commença à s'effondrer. L'offensive allemande à l'ouest était en réalité 2 coups simultanés conçus pour que le second soit invisible. Le premier, bien visible, poussa l'armée allemande vers la Hollande et la Belgique. Comme Gamelin l'avait prévu pendant des mois, les forces alliées, le corps expéditionnaire britannique et les meilleures armées françaises se lancèrent vers le nord pour les couvrir. C'était exactement ce que Berlin voulait. Le second coup était le plan Sichelschnitt, le coup de faucille, conçu par le général Erich von Manstein et exécuté par le groupe d'armées A du général-feldmarschall Gerd von Rundstedt, 44 divisions dont la plus grande concentration de forces blindées jamais réunies jusqu'alors avançait en silence à travers les forêts des Ardennes, région que Gamelin avait déclarée impénétrable aux chars. Le général Charles Hunziger, responsable du secteur de Sedan, ne disposait que de 3 divisions de réservistes. Il en avait demandé 4 de plus. Elles lui furent refusées. Ses positions en béton ne pointaient même pas dans la bonne direction. Dans l'après-midi du 13 mai, le général Heinz Guderian lança ses forces blindées du 19e corps contre la Meuse à Sedan. Il incendia des maisons sur la rive pour créer des rideaux de fumée pendant que ses pionniers traversaient en canot pneumatique sous un feu intense. Ce même après-midi, le général Erwin Rommel, commandant de la 7e division Panzer, âgé de 36 ans, traversa la Meuse près de Dinant après avoir ordonné à ses propres chars de tirer sur les positions françaises sur la rive opposée. Rommel traversa le fleuve avec ses hommes, sans blindage, prenant le commandement d'un bataillon d'infanterie lorsque les Français menacèrent de renverser la situation. L'artillerie française du secteur de Sedan avait reçu l'ordre d'économiser les munitions. Ces réservistes, dont beaucoup étaient des vétérans de la Grande Guerre qui ne voulaient pas mourir dans une autre, commencèrent à se retirer. Le général Georges, commandant du front nord-est, reçut la nouvelle cette nuit-là. Le capitaine André Beaufre, qui l'accompagnait, le vit s'effondrer sur une chaise et fondre en larmes. « Notre front est percé à Sedan », lui dit Georges. « C'est l'effondrement. » En 4 jours, les Panzers avaient ouvert une brèche de près de 80 km dans le front allié. Les divisions blindées françaises qui tentèrent de la refermer arrivèrent en retard, sans carburant, bloquées par des colonnes de réfugiés. La RAF perdit 40 de ses 71 bombardiers envoyés contre les ponts de la Meuse. Les ponts restèrent debout. Le 20 mai, les colonnes du groupe Kleist atteignirent la Manche à Abbeville. Les meilleures troupes alliées de France et de Belgique se retrouvèrent encerclées dans la poche des Flandres. La campagne de France, en termes militaires, était déjà terminée. Elle n'avait duré que 10 jours depuis la première traversée de la Meuse. 2.
L'ordre d'arrêt à Dunkerque, 300 000 soldats qui ne devaient pas s'échapper, 24 à 26 mai 1940. Le 23 mai 1940, le général Alan Brooke, commandant du 2e corps britannique, écrivit dans son journal « Seul un miracle peut sauver le BEF maintenant ». Ce miracle survint sous la forme d'une erreur allemande. Dans la nuit du 23 mai, le général-oberste Günther von Klug arrêta ses 13 divisions le long de la ligne des canaux à l'ouest de la poche de Dunkerque. Les panzers du groupe Kleist avaient perdu plus de 600 chars en 3 semaines, plus de la moitié de leurs forces blindées. Le terrain marécageux du nord des Flandres n'était pas adapté aux véhicules blindés. Le Reichsmarschall Hermann Göring affirma que sa Luftwaffe pouvait à elle seule détruire ce qui restait du corps expéditionnaire britannique. Hitler, qui s'était montré nerveux durant toute la campagne, approuva la pause le lendemain, écrit à plusieurs reprises une initiative personnelle d'Hitler cherchant à négocier avec la Grande-Bretagne. Les documents d'époque, analysés par l'historien Anthony Beevor, montrent que c'est Rundstedt qui insista pour arrêter les blindés et que c'est Broschitsch lui-même, commandant de l'armée allemande, qui donna initialement l'ordre. Hitler la ratifia. L'erreur dura 48 heures critiques. Pendant ce temps, le périmètre de Dunkerque se renforça et l'opération Dynamo commença à s'organiser. Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, la Royal Navy et une flotte improvisée de plus de 800 embarcations, destroyers de guerre, ferries, yachts de plaisance, péniches de pêche, évacuèrent 338 226 soldats des plages de Dunkerque. La mer du Nord, en ces jours-là, était étrangement calme. C'était, selon les mots de l'historien naval, l'une des périodes les plus calmes de la saison depuis des décennies. Les soldats français qui couvraient l'arrière-garde, des unités de la division d'infanterie légère et d'autres corps qui ne purent embarquer, moururent ou furent faits prisonniers. La France perdit ses meilleures troupes dans la poche. Mais la Grande-Bretagne récupéra le noyau de son armée professionnelle. Sans Dunkerque, la Grande-Bretagne aurait perdu 300 000 soldats expérimentés au combat, ainsi que leurs officiers, en un seul coup. Churchill aurait fait face à une pression insupportable pour négocier. La guerre, dans le meilleur des cas pour les Alliés, aurait continué dans d'autres termes. Dans le pire des cas, elle se serait terminée cet été-là. Le miracle de Dunkerque n'a pas sauvé la France, mais il a sauvé la guerre. 3. La bataille d'Angleterre, la première défaite d'Hitler, AOT à octobre 1940. L'été 1940 appartenait à l'Allemagne. Hitler avait conquis en 6 semaines ce que le Kaiser n'avait pu accomplir en 4 ans. Les généraux du Reich lui offrirent le titre de premier soldat de la nation. Au Kroll Opera House de Berlin, devant le Reichstag au complet, Hitler offrit à la Grande-Bretagne une paix honorable. Churchill ne répondit même pas officiellement. La Luftwaffe disposait de 656 chasseurs, Messerschmitt 109, 168 chasseurs bimoteurs, Me 110, 769 bombardiers et 316 Stuka sur les aérodromes du nord de la France. Le RAF Fighter Command du maréchal de l'air Hugh Dowding disposait de 504 Hurricanes et Spitfires pour défendre les îles britanniques. L'infériorité numérique était réelle. Le 13 août 1940, l'Adlertag, le jour de l'Aigle, la Luftwaffe lança sa grande offensive. Cet après-midi-là, 300 avions attaquèrent le sud de l'Angleterre. Les chasseurs de l'escadron 609 abattirent 6 Stuka lors d'une seule interception. À la fin de la journée, les Allemands avaient perdu 47 avions contre 13 Britanniques. Mais il y avait quelque chose que la Luftwaffe ne comprenait pas. Dowding n'était pas seulement un commandant, c'était un architecte. Il avait construit un système intégré de radars de la chaîne côtière, de postes d'observation, de centres de contrôle et de lignes téléphoniques qui permettaient à ses escadrilles de décoller presque exactement au bon moment, sans gaspiller carburant ni temps en patrouilles inutiles. Les Allemands attaquaient les mâts radars, mais même lorsqu'ils les endommageaient, les techniciens les réparaient en quelques heures. Ils attaquèrent les aérodromes et parvinrent à en endommager gravement plusieurs. Le Fighter Command commença à ressentir la pression. Le tournant survint dans la nuit du 24 août.
lorsqu'une formation de plus de 100 bombardiers allemands survola ses objectifs et, par erreur, bombarda le centre de Londres. Churchill ordonna immédiatement des représailles sur Berlin. Göring, furieux et humilié, prit la décision qui scella le destin de la bataille d'Angleterre. Il ordonna de rediriger le gros des attaques des aérodromes militaires vers les villes. Le 15 septembre 1940, sous le regard de Churchill depuis le centre de commandement du groupe 11 à Uxbridge, la Luftwaffe lança sa plus grande offensive finale. Le Fighter Command abattit 56 avions ennemis contre 29 des siens. 4 jours plus tard, Hitler reporta indéfiniment l'opération Lion de mer, l'invasion de la Grande-Bretagne. En août et septembre, le cœur de la bataille, la RAF perdit 723 avions. La Luftwaffe en perdit plus de 2000. Sur les 2917 aviateurs qui combattirent sous le drapeau du Fighter Command, seuls 2334 étaient des Britanniques. Les autres comprenaient 145 Polonais, 126 Néo-Zélandais, 98 Canadiens, 88 Tchèques, 33 Australiens, 29 Belges et 25 Sud-Africains, entre autres. Beaucoup de pilotes polonais avaient moins de 25 ans et volaient pour leur pays détruit avec une fureur qui déconcertait même leurs alliés. Si la Luftwaffe avait gagné cette bataille, l'invasion terrestre de la Grande-Bretagne aurait suivi. L'Allemagne aurait contrôlé l'Atlantique Nord et toute la côte européenne de Narvik à Hendaye. L'horizon stratégique des Alliés se serait complètement refermé. 4. Le Land-Lease. L'arsenal de la démocratie change de main, mars 1941. Dans la nuit du 8 mars 1941, le Sénat des États-Unis approuva la loi de pré-bail. Roosevelt l'avait défendue lors d'un discours radiophonique en décembre précédent avec une phrase devenue célèbre « Nous devons être le grand arsenal de la démocratie ». Le programme changea l'équation matérielle de la guerre d'une manière qu'aucune bataille individuelle ne put égaler. Entre 1941 et 1945, les États-Unis transférèrent dans le cadre du Land-Lease environ 50 milliards de dollars en équipements et fournitures à leurs alliés, équivalent à environ 650 milliards de dollars actuels. La Grande-Bretagne reçut la plus grande part, près de 31,4 milliards. L'Union soviétique reçut environ 11,3 milliards de dollars en matériel, 400 000 véhicules motorisés entre Studebaker, Dodge et Jeeps, 14 000 avions, 13 000 chars, 1 900 locomotives ferroviaires, plus de 100 millions de kilogrammes d'explosifs et environ 4,5 millions de tonnes de nourriture. La portée pratique de ces chiffres était concrète à l'extrême. Les soldats soviétiques mangeaient du porc en conserve américain dans les tranchées de Stalingrad. Les sapeurs qui déminèrent les champs avant Koursk conduisaient des camions Studebaker de 2,5 tonnes. Les généraux coordonnaient leurs offensives par radio de fabrication américaine. Le maréchal Georgi Zhukov reconnut après la guerre sans ambiguïté que sans les véhicules Studebaker, l'armée rouge n'aurait pas pu exécuter les opérations offensives en profondeur qui définirent 1943 et 1944. L'artillerie soviétique pouvait manœuvrer rapidement parce que ses tracteurs de traction étaient américains. Sans le carburant d'aviation à haut indice d'octane arrivant des États-Unis, environ 2,5 millions de tonnes durant la guerre, l'armée de l'air soviétique aurait volé à un rythme considérablement moindre. Même Staline lui-même, lors d'un dîner avec Roosevelt pendant la conférence de Téhéran de novembre 1943, porta un toast en des termes que ses interprètes décrivirent comme une reconnaissance sincère du rôle américain. Pour la Grande-Bretagne, le Land-Lease arriva au moment le plus précaire. Après Dunkerque, le corps expéditionnaire britannique avait abandonné en France presque tout son équipement lourd. Environ 2500 canons, 700 chars, et plus de 90 000 fusils. Les 50 destroyers de la Première Guerre mondiale cédés par Roosevelt en septembre 1940 en échange de bases navales dans les Caraïbes étaient dépassés.
et nécessitaient d'importantes réparations, mais représentèrent un soulagement immédiat pour les patrouilles de l'Atlantique Nord, où les U-boots de Dönitz coulèrent jusqu'à 688 000 tonnes de cargaison en un seul mois d'avril 1941. L'Atlantique était l'artère par laquelle tout le reste circulait. L'Allemagne le savait. Le gros admiral Raeder l'avait compris dès le début. La guerre sous-marine devait couler des navires plus vite que les chantiers navals alliés ne pouvaient les construire. À son apogée, en 1942, les U-boots coulèrent 1664 navires, totalisant plus de 7,7 millions de tonnes de déplacement. Chaque navire coulé représentait des munitions, du carburant ou de la nourriture qui n'arrivait pas. Ce fut le défi logistique le plus grave auquel firent face les Alliés durant toute la guerre, et il ne put être surmonté que parce que la production industrielle américaine remplaçait les pertes à un rythme que Berlin ne put anticiper. Les chantiers navals de Kaiser à Richmond, en Californie, parvinrent à mettre en service un cargo Liberty. 134 mètres de long, 10 000 tonnes de charge utile, en 4 jours et demi de travail continu. L'effet multiplicateur du Land-Lease est difficile à exagérer. Lors de la bataille de Koursk, en juillet 1943, les chars T-34 soviétiques roulaient sur des pneus en caoutchouc de production américaine. Les pilotes de la 5e armée de la garde combattaient sur des Yak et des Lavochkin dont les instruments étaient de fabrication américaine. Dans les champs de mines de Biélorussie, au printemps 1944, les Studebaker américains transportèrent même les déportés tchétchènes, 390 000 personnes expulsées sur ordre de Staline vers le Kazakhstan, avant que ces mêmes camions ne retournent aux routes de ravitaillement de l'armée rouge. Sans le Land-Lease, la guerre d'usure sur le front de l'Est aurait été incomparablement plus lente, plus sanglante et d'un résultat moins prévisible. Le programme ne gagna pas de bataille par lui-même. Il fournit quelque chose de plus fondamental, la résistance matérielle pour les mener. 5. L'opération Barbarossa, le jour où l'Allemagne a perdu la guerre, 22 juin 1941. À 3h15 du matin, le 22 juin 1941, l'artillerie allemande ouvrit le feu simultanément le long d'un front de 1800 km de la Baltique à la mer Noire. C'était la plus grande attaque terrestre de l'histoire de l'humanité. Près de 3 millions de soldats allemands, appuyés par des forces finlandaises, roumaines, hongroises et italiennes, lancés contre l'Union soviétique. Staline avait reçu plus de 80 avertissements clairs de l'attaque imminente. Il les ignora tous. Lorsque l'ambassadeur allemand Friedrich von der Schulenburg, un homme qui mourrait plus tard exécuté pour son rôle dans le complot du 20 juillet 1944 visant à assassiner Hitler, l'avertit personnellement du danger, Staline explosa. La désinformation a atteint le niveau d'ambassadeur. Il ordonna qu'un déserteur allemand ayant traversé les lignes la nuit précédente pour signaler l'invasion soit fusillé pour diffusion de fausses informations. Le premier jour de l'invasion, la Luftwaffe détruisit environ 1800 avions soviétiques au sol, contre seulement 35 appareils propres perdus. Les divisions soviétiques à la frontière avaient leurs tracteurs réquisitionnés pour la moisson, si bien que leur artillerie ne pouvait pas bouger. Les officiers, terrorisés par le NKVD après les purges qui avaient éliminé 35% des cadres de commandement, étaient paralysés. Pourquoi Barbarossa fut-elle le moment où l'Allemagne perdit la guerre, alors qu'elle fut d'abord un succès dévastateur? Parce que Hitler avait décidé de combattre simultanément les deux plus grandes économies industrielles du monde. Il avait ignoré l'avertissement de Bismarck de ne pas envahir la Russie, et la leçon élémentaire selon laquelle une guerre sur deux fronts est une guerre perdue. Le plan de la FEM, conçu par le secrétaire d'État Herbert Bach, anticipait la mort de 30 millions de citoyens soviétiques pour nourrir l'armée allemande. L'ordre des commissaires, du 6 juin 1941, instruisait les commandants de fusiller tous les commissaires politiques capturés. Ces directives ne firent pas seulement de la guerre un génocide. Elles garantirent aussi que les soviétiques combattraient jusqu'au dernier homme, car la reddition signifiait la mort. Hitler lui-même le dit à ses généraux le 30 mars 1941. C'est une guerre d'extermination. Elle le fut. Et cette décision fit que l'armée soviétique,
malgré ses pertes catastrophiques de 1941 et 1942, ne cessa jamais de combattre. Le plan allemand calculait que l'URSS s'effondrerait en 8 semaines. Il suffit de donner un coup de pied dans la porte pourrie, dit Hitler à ses généraux, et tout l'édifice s'écroulera. Mais l'édifice ne s'écroula pas. Et l'Allemagne trouva de l'autre côté de cette porte quelque chose pour lequel ses stratèges n'avaient pas de plan. L'hiver russe, l'immensité de l'espace et la capacité de l'industrie soviétique à être évacuée. Des usines entières, démontées et envoyées par train de l'autre côté de l'Oural, puis relancées dans le vide sibérien. 6. Pearl Harbor et la déclaration de guerre d'Hitler. Le mois de décembre qui changea tout, 7 à 11 décembre 1941. Le dimanche 7 décembre 1941 ou le 8 décembre à l'heure locale de Tokyo. Le commandant Fushida Mitsuo ajusta ses jumelles sur les eaux de Pearl Harbor depuis le cockpit de son bombardier. À 7h49 du matin, il envoya le signal « Tora, Tora, Tora ». Tigre, 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 vers la flotte de porte-avions japonaise qui l'attendait au nord. La surprise fut totale. La première vague de 183 avions frappa Battleship Row avec des torpilles et des bombes. L'USS Oklahoma chavira lentement. Plus de 400 hommes moururent piégés sous sa coque. L'USS Arizona explosa dans une boule de feu qui tua plus de 1000 hommes en quelques secondes. À la fin de l'attaque, la marine américaine avait perdu 2 destroyers détruits et plusieurs cuirassés coulés ou endommagés, avec 188 avions détruits. 2335 militaires américains étaient morts. Ce que l'amiral Yamamoto Isoroku avait craint se confirma. Les porte-avions américains n'étaient pas au port ce week-end-là. L'USS Enterprise et le Hornet étaient repartis quelques jours plus tôt. Yamamoto, le plus lucide des commandants navals japonais, ne se joignit pas aux festivités à Tokyo cette nuit-là. Il avait vécu aux États-Unis, avait étudié à Harvard et savait mieux que quiconque ce qui allait suivre. Je crains que nous ayons réveillé un géant endormi et rempli son cœur d'une terrible détermination, lui attribue-t-on d'avoir dit, bien que la citation exacte reste contestée par les historiens. L'amiral Chester Nimitz arriva à Pearl Harbor fin décembre pour prendre le commandement de la flotte du Pacifique. C'était un Texan à la voix douce, descendant d'une noblesse allemande appauvrie, qui prenait des décisions avec une autorité tranquille et rassemblait autour de lui des hommes qui lui vouaient une loyauté extraordinaire. Mais le moment véritablement décisif de décembre 1941 ne fut pas l'attaque japonaise. Ce fut la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis, le 11 décembre. Hitler n'était pas obligé par le pacte tripartite de déclarer la guerre aux États-Unis après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Le pacte était défensif. Le Japon avait attaqué le premier. Mais Hitler, dans un délire d'euphorie napoléonienne due aux victoires apparentes à l'Est, déclara la guerre volontairement. Ses conseillers, y compris Ribbentrop, purent à peine contenir leur stupéfaction. Goebbels lui-même nota dans son journal que la nouvelle de Pearl Harbor était tombée comme un éclair dans un ciel bleu. Churchill, à Chequers, lorsqu'il apprit la nouvelle, dit qu'il dormit cette nuit-là pour la première fois depuis longtemps. L'entrée des États-Unis dans la guerre sur les 2 théâtres d'opération signifia que la plus grande production industrielle du monde, qui soutenait déjà la Grande-Bretagne et l'Union soviétique dans le cadre du Land-Lease, se déversa entièrement dans l'effort de guerre allié. En 1944, les États-Unis produiraient à eux seuls plus de matériel de guerre que tous les pays de l'Axe réunis. Le matin du 7 décembre 1941 changea le rapport de force dans le Pacifique. Le 11 décembre, Hitler le changea dans le monde entier. 7. La bataille de Midway, 4 porte-avions en 6 minutes, 4 à 7 juin 1942. Le matin du 4 juin 1942, le commandant Fushida Mitsuo regardait depuis le pont du porte-avions Akagi les mécaniciens japonais réarmer les avions avec des bombes d'attaque au sol pour une deuxième vague sur l'atoll de Midway. Dans le hangar inférieur,
torpilles et bombes s'entassaient sans les cages de sécurité qui protègent les ogives durant les opérations de routine. La précipitation ne laissait pas le temps pour les protocoles. À 10h20, l'ordre arriva. Préparer le lancement. À 10h24, quelqu'un sur le pont de l'Akagi cria « Helldiver », ce qui suivit dura moins de 6 minutes. Les bombardiers en piqué SBD Dauntless de l'USS Enterprise et de l'USS Yorktown avaient passé la majeure partie de la matinée perdus au-dessus du Pacifique, cherchant la flotte japonaise. Ils étaient arrivés en vagues séparées et désorganisées. Les torpilleurs TBD Devastator, lents et obsolètes, étaient arrivés en premier et avaient été massacrés par les Zéros japonais. Sur 41 torpilleurs qui attaquèrent, 35 ne revinrent pas. Ils ne réussirent pas un seul impact. Mais ce massacre fut, en termes tactiques, providentiel. Les chasseurs Zéros japonais étaient descendus à basse altitude pour poursuivre les torpilleurs. Lorsque les Dauntless apparurent depuis les nuages à 3000 mètres, le pont des porte-avions japonais était dénudé de protection aérienne, saturé d'avions réarmés et chargés de carburant. Le lieutenant-commandant Clarence Wade McCluskey prit la décision d'étendre la recherche bien que ces avions soient à la limite du carburant. Ces 2 escadrons trouvèrent le sillage d'un destroyer japonais et suivirent cette trace. Ce qu'ils trouvèrent au bout de cette trace fut 4 porte-avions. Les 3 premiers impacts sur l'Akagi n'étaient pas, chacun pris isolément, des coups mortels. Mais l'explosion en chaîne des avions chargés dans le hangar transforma le porte-avions en enfer en quelques minutes. Le Kaga subit 4 impacts. Le Soryu fut touché et ses soutes à munitions commencèrent à exploser. Le commandant du Soryu, le capitaine Yanagimoto Ryusaku, refusa d'être évacué. La dernière chose que virent ces hommes fut sa silhouette debout sur la passerelle, enveloppée de flammes, criant « Banzai !». En 6 minutes, 3 des 4 porte-avions d'élite de la première flotte aérienne japonaise étaient en flammes. Peu après, des avions de l'Enterprise atteignirent le 4e, le Hiryu. Le Japon perdit à Midway 250 avions, 4 porte-avions de première ligne, 1 croiseur et plus de 3000 marins, dont des centaines de pilotes vétérans de Pearl Harbor et de la campagne du Pacifique Sud qui mettraient des années à être remplacés. L'amiral Nimitz le reconnut ouvertement dans son rapport. Si nous avions manqué d'informations anticipées sur les mouvements japonais, et si nous avions été surpris avec les forces de porte-avions dispersées, peut-être aussi loin que dans la mer de Corail, la bataille de Midway se serait terminée de façon très différente. La différence, ce fut le commandant Joseph Rochefort et son équipe de cryptanalyse à Pearl Harbor qui avaient déchiffré le code naval japonais. Rochefort, qui travaillait fréquemment en robe de chambre en soie rouge et en pantoufles, avait identifié AF comme le code de Midway en tendant un piège-leurre, envoyé un message en clair disant que Midway manquait d'eau. 2 jours plus tard, les Japonais transmirent que AF manquait d'eau. Le piège fonctionna. La bataille de Midway fut le tournant du Pacifique. Le Japon ne retrouva jamais l'initiative. 8. Stalingrad. L'opération Uranus et le piège d'acier, 19 à 23 novembre 1942. À l'automne 1942, la ville de Stalingrad était devenue le symbole personnel de 2 dictateurs. Hitler avait promis de la conquérir. Staline avait ordonné de la défendre jusqu'au dernier homme. Le général Vassili Chouikov, commandant de la 62e armée piégée dans la bande de la ville le long de la Volga, répondit au commissaire Nikita Khrouchtchev par une seule phrase lorsqu'on l'interrogea sur sa mission. « Nous défendrons la ville ou nous mourrons en essayant ». Chouikov était un général d'une autre espèce. Il avait le visage large d'un paysan russe et une chevelure sombre et bouclée. Il frappait les officiers qui échouaient. Il installa son poste de commandement sur le Mamaïev-Kourgan, le tertre de 102 mètres qui dominait la ville et le fleuve, sous le feu direct de l'artillerie. Il comprit dès le premier jour quelque chose que ses supérieurs mirent des semaines à assimiler. Les soldats allemands détestaient le combat rapproché dans les espaces clos. En terrain découvert, la Wehrmacht était une machine presque imbattable.
À l'intérieur d'un bâtiment détruit, parmi les décombres de béton et les poutres d'acier, avec les obus incapables de distinguer amis d'ennemis, ses avantages tactiques disparaissaient. Les serrer de près, l'appelait Schweikhoff, étreindre l'ennemi de si près que la Luftwaffe n'oserait pas bombarder. Ces lignes ne pouvaient être à plus de 50 mètres des Allemandes. La 62e armée était l'appât. Lorsqu'elle arriva à Stalingrad en septembre 1942, elle comptait 20 000 hommes et moins de 60 chars, la plupart immobiles, enterrés comme des batteries d'artillerie fixes. Dans les premiers jours de la bataille, la 6e armée allemande du général Friedrich Paulus lança vague après vague d'assauts qui parvinrent à repousser la 62e armée dans une bande de seulement 200 mètres le long de la Volga. Cette bande ne céda pas. Dans la nuit du 14 septembre, la 13e division de la garde du général de division Rodimtsev, un vétéran de la guerre civile espagnole, traversa la Volga, large de 1300 mètres, sur des péniches et des barques à rames sous le feu allemand, sans même le temps de fixer les baïonnettes avant de se lancer à l'attaque sur la rive. Chaque unité, qui renforçait la ville, traversait ce fleuve exposé à l'artillerie, aux Stuka et aux feux de mitrailleuses. Beaucoup se reconstituaient avec leurs propres morts. La ville transformée en décombres était l'arme de Schweikhoff. Les ruines, créées par les bombardements de la Luftwaffe, devinrent le champ de bataille qui détruisait l'attaquant. Des tireurs d'élite soviétiques comme Vassili Zaïtsev, un chasseur sibérien de 24 ans devenu figure de propagande, et l'anonyme Anatoly Tchekhov, dont le correspondant Vassili Grossman consigna les mémoires avec un détail effrayant, opéraient depuis des étages effondrés et des trous d'égout, choisissant leurs victimes selon le grade marqué sur l'uniforme. Les artilleurs étaient une cible prioritaire. Les femmes pilotes du 588e régiment de bombardement de nuit volaient chaque nuit sur des biplans PO-2 en bois au-dessus des lignes allemandes, coupant les moteurs au dernier moment pour que le glissement silencieux terrorise les sentinelles. Les Allemands les appelaient les sorcières de la nuit. Les munitions d'artillerie soviétique venaient de l'autre côté de la Volga sur de petites péniches que l'aviation allemande attaquait de jour. Les femmes infirmières de première ligne traversèrent le terrain sous le feu pour traîner les blessés, se glissant fréquemment sous le corps tombé pour le porter sur leur dos. Celles des hôpitaux de campagne, débordés, faisaient des transfusions bras à bras avec leur propre sang. Staline, habituellement incapable d'attendre, écouta pour la première fois ses généraux. Georgi Zhukov et Alexandre Vassilevski lui expliquèrent que la solution n'était pas d'attaquer de front le mur allemand, mais de l'encercler par les flancs où les forces de l'Axe étaient les plus faibles. Les flancs nord et sud de la 6e armée étaient couverts par les 3e et 4e armées roumaines, dont les troupes manquaient d'équipements anti-chars modernes, avaient un moral très bas et nourrissaient un amer ressentiment envers les officiers allemands, les soldats qui sortaient chercher de l'eau aussi. La 6e armée dépensa en septembre 1942 25 millions de balles d'infanterie. La 62e armée, avec ses moyens limités, ne pouvait même pas se permettre une ceinture de mitrailleuses pour la garde d'un poste, déesse qui les insultait fréquemment. Le renseignement soviétique avait interrogé des prisonniers roumains qui décrivaient des soldats s'auto-mutilant pour éviter le service, des soldes équivalents au prix d'un litre de lait et des officiers battant leurs hommes. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, des sapeurs soviétiques déguisés en uniforme blanc de camouflage rampèrent dans la neige devant les postes de sentinelles roumains pour déminer les champs. À 7h30 du matin, le 19 novembre, des centaines d'obus, de mortiers et de batteries de Katyusha tirèrent simultanément. Le sol trembla à 50 km de distance. Un soldat du 361e régiment d'infanterie allemand dit plus tard à son interrogateur du NKVD: « Si la Katyusha chante encore 2 fois, tout ce qui restera de nous seront nos boutons de fer. » Le 23 novembre, les tenailles de l'opération Uranus se refermèrent à Kalach-sur-le-Don. La 6e armée allemande, 300 000 hommes, se retrouva encerclée. Le général Paulus demanda l'autorisation de rompre l'encerclement. Hitler la refusa. Göring promit que la Luftwaffe pourrait ravitailler les troupes encerclées avec 500 tonnes de fournitures par jour. La Luftwaffe ne parvint jamais à livrer plus de 100 tonnes dans ses meilleurs jours, et en décembre le temps ferma les aérodromes.
Les soldats de la 6e armée commencèrent à mourir de faim. La température chuta à 40 degrés sous zéro. Les chevaux moururent et furent mangés, puis les chiens. La ration quotidienne, qui en octobre était de 750 grammes de pain, tomba à 200 en décembre et à 75 en janvier. Les médecins militaires enregistrèrent les premiers cas de dystrophie sévère en novembre. En janvier 1943, c'était devenu la condition normale. Le 31 janvier 1943, Friedrich Paulus, promu maréchal par Hitler la veille au soir, un geste qui était un ordre implicite de se suicider plutôt que de se rendre, car aucun maréchal allemand n'avait jamais été fait prisonnier, se rendit au général soviétique Mikhail Tchoumilov dans le sous-sol des grands magasins Univermag à Stalingrad. Le 2 février, les derniers résistants de la 6e armée déposèrent les armes. Sur les 300 000 hommes encerclés, environ 91 000 furent faits prisonniers. Parmi eux, seuls environ 6 000 retournèrent en Allemagne. Le reste mourut de faim, de froid ou de maladie dans les camps soviétiques. Stalingrad fut le premier grand désastre allemand irréversible du front de l'Est. Elle démontra que l'armée rouge pouvait planifier et exécuter des opérations à grande échelle avec une tromperie stratégique de haut niveau. Et elle démontra autre chose, que la 6e armée pouvait être détruite. L'invincibilité allemande était morte dans la neige du Don. 9. El Alamein. Rommel, le renseignement ultra et le point de non-retour dans le désert, 23 octobre à 4 novembre 1942. À 20h40, le 23 octobre 1942, l'artillerie du général Bernard Montgomery ouvrit un bombardement sur les positions de l'Africa Corps qui illumina toute la ligne d'horizon. De loin, écrivirent les observateurs, cela ressemblait à des éclairs d'orage couvrant le ciel d'un bout à l'autre. Le général Georg Stumme, qui commandait le Panzerarmee Afrika en l'absence de Rommel, convalescente en Allemagne, avait reçu l'ordre de ne pas répondre au feu pour économiser les munitions. Stumme sortit en voiture pour observer la situation par lui-même. Lorsque son véhicule fut attaqué, le chauffeur accéléra sans se rendre compte que le général avait sauté de la voiture. Le corps de Stumme ne fut retrouvé que le lendemain. Il était mort d'une crise cardiaque. Montgomery possédait un avantage que Rommel ignorait. Les décryptages ultra de Bletchley Park lui avaient révélé le plan défensif allemand avec une précision quasi parfaite, y compris la position des champs de mines, les jardins du diable que Rommel avait conçus, et la disposition des unités blindées. L'opération Lightfoot fut préparée avec cette connaissance. Rommel, en apprenant l'offensive britannique et la mort de Stumme, prit un avion depuis l'Allemagne via Rome. Il arriva à son quartier général au crépuscule du 25 octobre. Ce qu'il trouva était une situation qui se détériorait irréversiblement. Ces chars consommaient du carburant que les navires alliés coulaient en Méditerranée avant qu'ils n'atteignent les plages africaines. La Royal Navy et la Desert Air Force avaient construit un piège logistique autour de l'Africa Corps, bien avant que les premiers coups de feu ne résonnent à El Alamein. La bataille se décida non pas en un seul coup mais dans un lent écrasement. La 9e brigade blindée fut envoyée dans une charge frontale contre des positions anti-chars dont Montgomery lui-même savait qu'elles seraient suicidaires. On le lui dit. Il répondit que c'était nécessaire. La brigade fut pratiquement anéantie, mais la résistance allemande, déjà épuisée, n'en put plus. Le 3 novembre, Rommel envoya un message à l'OKW expliquant qu'il devait se retirer. Hitler lui répondit par l'un de ses fameux ordres d'extermination. Il ne peut y avoir d'autre pensée que de tenir bon, de ne pas céder un pas et de lancer chaque arme et chaque soldat disponible dans la bataille. Il promit un soutien aérien et des fournitures qui n'arriveraient jamais. Il conclut. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une détermination résolue l'emporte sur les bataillons les plus forts de l'ennemi. Il n'existe pour vos troupes qu'un seul choix, la victoire ou la mort. Rommel, qui savait que ses ordres relevaient du fantasme, eut la faiblesse fatale de les obéir pendant des heures avant de finalement entamer la retraite. Ce retard coûta des milliers de vies, pour la plupart italiennes, abandonnées sans transport motorisé dans le désert. L'Africa Corps s'échappa.
Mais le mythe de Rommel comme général invincible du désert mourut à El Alamein. Et avec lui mourut la dernière possibilité allemande de couper le canal de Suez, de s'emparer des champs pétrolifères du Moyen-Orient et de changer l'équation stratégique de la Méditerranée. Goebbels le comprit avant tout le monde. Nous sommes à un tournant de la guerre. 10. Koursk et Prokhorovka, le dernier coup allemand à l'Est, 5 à 23 juillet 1943. L'opération Citadelle devait reconquérir l'initiative allemande sur le front de l'Est. Le plan était simple sur le papier. Attaquer du nord et du sud le saillant soviétique de Koursk, couper les forces retranchées à l'intérieur et les détruire dans un grand mouvement d'encerclement. Hitler proclama dans son ordre du 15 avril 1943 « La victoire à Koursk sera un phare pour le monde entier ». Ce que l'Allemagne ne savait pas, enfin ce qu'Hitler nia, c'était que les soviétiques l'attendaient depuis des mois. L'agent soviétique John Cairncross, qui travaillait à Bletchley Park et envoyait des informations au service de renseignement extérieur soviétique via son officier de liaison à Londres, fournit des détails précis du plan allemand, y compris l'identification des aérodromes de la Luftwaffe dans la région. En mai 1943, l'aviation soviétique lança des attaques préventives sur ces aérodromes et détruisit plus de 500 avions au sol. Le maréchal Zhukov et le général Vassilevski convainquirent Staline que la meilleure stratégie était d'absorber le coup en défense, puis de contre-attaquer. Staline, habituellement impatient, accepta d'attendre. Ce qui suivit fut la plus grande préparation défensive de l'histoire. Plus de 300 000 civils mobilisés aidèrent à construire 8 lignes de défense s'étendant sur près de 300 km vers l'arrière. Les sapeurs installèrent plus de 500 000 mines dans le saillant. 9 000 km de tranchées furent creusées. Les canons antichars étaient camouflés et avaient l'ordre de ne pas tirer avant que les panzers ne soient à 20 mètres de distance. Le 5 juillet 1943, l'offensive allemande commença avec 2 heures de retard parce que les soviétiques avaient lancé plus tôt un bombardement préventif après avoir capturé un prisonnier qui avait révélé leur hache. Dans le secteur nord, la 9e armée du général Walter Model rencontra une résistance désespérée. Dans le secteur sud, le 2e corps blindé SS du général Paul Hausser avança davantage, mais rencontra lui aussi des couches de défense qui absorbèrent ses attaques comme des éponges. Les nouveaux chars Panther, envoyés directement depuis les chaînes de production en Allemagne, se révélèrent mécaniquement peu fiables, et beaucoup s'enflammèrent d'eux-mêmes. Le 12 juillet, dans les champs de blé au sud-est de Prokhorovka, le général Rotmistrov lança la contre-attaque de la 5e armée blindée de la garde. Ce qui suivit fut, pendant des décennies, décrit comme la plus grande bataille de chars de l'histoire, bien que des recherches ultérieures aient nuancé les chiffres originaux. Les T-34 chargèrent à pleine vitesse contre les Tigers du 2e corps blindé SS. Rotmistrov avait ordonné de s'approcher autant que possible, car les munitions soviétiques rebondissaient sur le blindage frontal des Tigers à longue distance. Les chars allemands, de leur côté, perdèrent leur avantage de portée dans le combat rapproché. Un Obersturmführer, Rudolf von Ribbentrop, fils du ministre allemand des Affaires étrangères, décrivit la scène depuis la tourelle de son Tiger. « Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. De derrière une ondulation du terrain à 150 à 200 mètres, apparurent 15, puis 30, puis 40 chars. À la fin, ils étaient trop nombreux pour être comptés. Ce même 12 juillet, les Alliés débarquèrent en Sicile. Hitler interrompit l'opération Citadelle 3 jours plus tard, le 13 juillet, redirigeant des divisions SS vers l'Italie. Pour les Soviétiques, ce fut le signal de lancer leurs propres offensives. Kutuzov au nord, Polkovodets, Roumiantsev au sud. Plus jamais l'Allemagne ne lancerait d'offensive stratégique sur le front de l'Est. 11. L'Italie et la chute de Mussolini, l'allié qui se désintégra, juillet-septembre 1943. Au petit matin du 10 juillet 1943, des unités anglo-américaines débarquèrent sur la côte sud de la Sicile. La campagne d'Italie, que Churchill avait défendue avec passion contre les réticences américaines, promettait de frapper le ventre mou de l'Axe. Le flanc mou s'avéra être une lame de rasoir.
Mais ce que la campagne italienne réussit bel et bien à faire, ce fut précipiter l'effondrement politique du régime fasciste. Le 25 juillet 1943, le Grand Conseil du fascisme vota la destitution de Benito Mussolini. Le roi Victor Emmanuel III le fit arrêter cette même nuit à sa sortie d'une audience. Le duce fut conduit en ambulance vers une destination secrète. La reddition italienne, signée le 8 septembre 1943, retira l'Italie du côté de l'Axe. L'Allemagne répondit par l'opération Eiche, Chêne. Le 12 septembre, un commando de Fallschirmjäger sous le commandement de l'Obersturmbannführer Otto Skorzeny libéra Mussolini de sa prison du Gran Sasso dans les Abruzes lors d'une opération de planeur qui entra dans l'histoire des opérations spéciales. Hitler le réinstalla comme fantoche à la tête de la République sociale italienne, basée à Salo. Mais le véritable effet de la campagne italienne fut stratégique et d'usure. L'Allemagne dut envoyer des divisions dont elle avait besoin à l'Est et en France pour se défendre dans la péninsule. Le maréchal Albert Kesselring construisit des lignes défensives, la ligne Gustave, la ligne Gothique, qui retardèrent l'avancée alliée pendant des mois au prix d'énormes pertes des deux côtés. Monte Cassino fut détruite 3 fois avant de tomber. Pour les Alliés, le front italien fut une lente hémorragie. Pour l'Allemagne, ce fut un front supplémentaire qu'elle ne pouvait pas se permettre. 12, le jour J, Overlord et l'ouverture du second front, 6 juin 1944. Le 5 juin 1944, le général Eisenhower observait les bulletins météorologiques dans son quartier général de Southwick House, au nord de Portsmouth. La tempête dans la Manche se poursuivait. Les vagues dépassaient le 1,5 m. Mais son météorologue en chef, le groupe Captain James Stagg, lui présenta une petite fenêtre. Le temps pourrait s'améliorer légèrement dans la nuit du 5 au 6 juin. Eisenhower réfléchit en silence pendant plusieurs minutes. L'armada d'invasion avait déjà quitté les ports. Reporter de 2 semaines signifiait faire coïncider l'opération avec la pire tempête dans la Manche depuis 40 ans qui frappa en effet la côte le 19 juin et aurait détruit l'opération. Le général Miles Dempsey, qui commanderait la 2e armée britannique, dit plus tard que la décision d'Eisenhower de poursuivre fut l'acte le plus courageux de la guerre. Eisenhower dit « Allons-y ». L'opération Overlord était extraordinaire non seulement par son ampleur, 156 000 soldats débarquèrent le premier jour, appuyés par 11 000 avions et plus de 6 000 navires, mais aussi par la complexité de sa tromperie. Le plan Fortitude avait convaincu les Allemands que la Normandie n'était qu'un leurre et que la véritable attaque viendrait dans le Pas-de-Calais, mené par le général George Patton. Les Allemands, même après le débarquement, maintinrent la 15e armée dans le Pas-de-Calais, attendant une seconde attaque qui ne vint jamais. La bataille la plus rude du jour J eut lieu sur la plage d'Omaha. Le bombardement naval et aérien préalable avait échoué. Les avions avaient attendu trop longtemps pour larguer leurs bombes, et toutes tombèrent à l'intérieur des terres sans toucher une seule position sur la plage. Lorsque les rampes des péniches de débarquement s'abaissèrent, les hommes des 1e et 29e divisions d'infanterie américaines entrèrent directement sous le feu des mitrailleuses depuis les falaises. Les chars Duplex Drive, conçus pour flotter jusqu'à la côte, sombrèrent dans la mer agitée. En quelques heures, la plage d'Omaha devint un abattoir. Le général Omar Bradley envisagea brièvement de l'abandonner. Mais des groupes isolés de soldats trouvèrent des chemins vers les falaises. Des destroyers américains et britanniques s'approchèrent dangereusement de la côte et tirèrent avec précision sur les bunkers allemands. À la fin de la journée, la plage était prise. Overlord réussit parce que les Allemands ne pouvaient savoir quand ni où les Alliés attaqueraient avant qu'ils ne le fassent. Et lorsqu'ils la prirent, Hitler dormait. Le Führer était rentré tard la veille au soir de Munich, et ses assistants refusèrent de le réveiller pour donner l'ordre de libérer les divisions blindées de réserve. Le temps que les panzers se mettent en mouvement, il était déjà trop tard. L'ouverture du front occidental signifiait que l'Allemagne combattait désormais sur 3 fronts simultanés, à l'est contre l'armée rouge, au sud contre les Alliés en Italie et à l'ouest contre le poids combiné de l'armée anglo-américaine.
C'était le cauchemar stratégique que Hitler avait promis d'éviter. 13. L'opération Bagration, le coup qui anéantit le groupe d'armées Centre, 23 juin à 19 août 1944. Tandis que les Alliés se battaient en Normandie pour sortir du bocage, l'Armée rouge lança le 23 juin 1944 la plus grande offensive de son histoire. L'opération Bagration, ainsi nommée d'après le général tsariste Piotr Bagration, mort à la bataille de Borodino en 1812, frappa le groupe d'armées centre allemand avec 4 fronts soviétiques coordonnés. Plus d'1,2 million de soldats, 4000 chars et 5300 avions. En 8 semaines, l'opération détruisit complètement le groupe d'armées centre-allemand. 25 divisions allemandes furent anéanties ou capturées. Les pertes allemandes dépassèrent les 400 000 hommes, plus qu'à Stalingrad. Le front soviétique avança d'environ 600 km vers l'ouest. Bagration fut rendue possible grâce à la Maskirovka, le camouflage stratégique soviétique, porté à un niveau d'art. Les renforts voyagèrent de nuit, les véhicules circulaient sans phare. Les concentrations de troupes se dissimulaient sous le couvert forestier, et les Allemands attendaient l'attaque en Ukraine, non en Biélorussie. L'opération confirma que l'armée rouge de 1944 était un instrument militaire complètement différent de celui de 1941. Ces généraux avaient appris, à un coût incalculable en vies humaines, à coordonner l'artillerie, l'infanterie, les blindés et l'aviation dans des opérations profondes de rupture, ce que Tukhachevski avait théorisé dans les années 30 avant d'être fusillé lors des purges. Ses successeurs l'exécutaient désormais avec une précision brutale. 14. L'opération Market Garden, le pont trop loin, 17 à 27 septembre 1944. Le 17 septembre 1944, 3 divisions aéroportées, la 82e et la 101e américaine et la 1re britannique, sautèrent de leurs avions au-dessus du sud de la Hollande pour capturer une chaîne de ponts sur des canaux et des rivières jusqu'au Rhin inférieur à Arnhem. Le 30e corps du général Brian Horrocks devait avancer par une route unique pour les dégager avant que leurs munitions et leur eau ne s'épuisent. C'était le plan le plus audacieux que Montgomery ait jamais conçu. Bradley, qui le connaissait bien, dit que si Montgomery était arrivé au chef avec la gueule de bois, il n'aurait pas été plus étonné qu'il ne le fût par cette proposition. Les avertissements existaient. Le renseignement néerlandais avait signalé que les 9e et 10e divisions blindées SS se reposaient dans les bois autour d'Arnhem. Le major Brian Urquhart, officier de renseignement de la 1re division aéroportée britannique, présenta des photographies aériennes montrant des chars. Il fut mis en congé pour épuisement nerveux. L'opération échoua en raison de l'accumulation de petites catastrophes. Les zones de largage étaient trop éloignées des ponts, les radios tactiques tombèrent en panne presque totalement dans le terrain boisé d'Arnhem. Les Allemands réagirent avec une rapidité que personne n'attendait, en grande partie grâce au maréchal Model, qui déjeunait dans un hôtel d'Arnhem lorsque l'assaut aéroporté commença et sortit organiser la riposte en personne. Le 30e corps avança plus lentement que prévu à cause des embuscades sur l'unique route disponible, que les soldats commencèrent à appeler Hell's Highway. Le 27 septembre, les survivants de la 1re division aéroportée britannique, assiégés pendant 9 jours, sans nourriture, sans munitions et buvant l'eau de pluie, furent évacués à travers le Rhin de nuit. Les Allemands capturèrent près de 6000 prisonniers, dont la moitié étaient blessés. Les pertes alliées totales atteignirent environ 15 000 hommes. Market Garden ne changea pas l'issue finale de la guerre, mais elle en changea le calendrier. Si elle avait réussi, les Alliés auraient franchi le Rhin en septembre 1944 et auraient pu atteindre Berlin au printemps 1945, avant les Soviétiques. La conférence de paix, la carte de l'Europe, la ligne du rideau de fer, tout aurait pu être différent. L'échec d'Arnhem signifia que la guerre se poursuivit 8 mois de plus, coûta des centaines de milliers de vies supplémentaires et permit à l'armée rouge d'atteindre en premier Berlin, Varsovie et Vienne. 15. L'offensive des Ardennes, le dernier coup de dé d'Hitler, 16 décembre 1944 à 25 janvier 1945.
Le 16 décembre 1944 à 5h30 du matin, 1900 canons allemands ouvrirent le feu simultanément le long d'un front de 135 km dans les Ardennes. L'effet fut déroutant. Les soldats américains sortirent de leurs sacs de couchage et se recroquevillèrent au fond de leurs trous de tirailleurs. Lorsque le bombardement cessa, ils virent une lumière étrange. Ce n'était pas l'aube, c'était de la lumière artificielle lunaire. Des projecteurs allemands renvoyant leurs faisceaux sur les nuages pour éclairer l'avancée de l'infanterie en camouflage blanc. Hitler avait appelé l'opération « brouillard d'automne ». Son objectif déclaré était de reprendre Anvers, de couper l'approvisionnement du groupe d'armées nord alliées et de forcer une paix négociée. Ses propres généraux savaient que c'était une chimère. Le général-feldmarschall Rundstedt, dont le nom serait associé à l'offensive bien qu'il n'en fût pas l'auteur, la jugeait simplement irréaliste. Le général Obersturmführer Joseph Sepp Dietrich, commandant de la 6e armée Panzer SS, censé être le fer de lance, déclara après la guerre « Tout ce que j'avais à faire était de traverser le fleuve, de capturer Bruxelles, puis de prendre le port d'Anvers. Tout cela en décembre, en janvier et en février, à travers le terrain le plus difficile d'Europe centrale, durant la pire période hivernale depuis 20 ans et avec des troupes que je savais épuisées. La pointe la plus avancée de l'offensive fut le Kampfgruppe Peiper, l'Obersturmbannführer Joachim Peiper en tête avec des chars Tiger, 2 de 68 tonnes, traversant littéralement de force des champs de mines lorsque les ponts étaient détruits. Peiper avança extraordinairement loin. Le 17 décembre, des soldats de son unité massacrèrent 84 prisonniers américains désarmés à Malmedy. Mais les Américains résistèrent. La 101e division aéroportée, encore en convalescence après Market Garden, fut envoyée en camion à Bastogne, le nœud de communication clé, et le défendit encerclé pendant des jours. Lorsque le général allemand envoya à Bastogne une note exigeant la reddition, le général Anthony McAuliffe répondit par un seul mot « Nuts !» Foutaise. Eisenhower réagit à la crise avec rapidité. Lors de la conférence de Verdun du 19 décembre, alors que les autres généraux semblaient abattus, ce fut Patton qui prit la mesure de la situation. « J'ai arrêté mes attaques vers l'Est. J'ai besoin de 48 heures pour faire pivoter la 3e armée vers le nord et soulager Bastogne. » Ses généraux lui dirent que c'était impossible. Patton le fit en 3 jours. Le 26 décembre, les colonnes de la 3e armée rompirent l'encerclement de Bastogne. L'offensive des Ardennes fut contenue puis inversée. Mais pour l'Allemagne, le coup fut catastrophique. Entre 60 000 et 100 000 pertes, et la perte de réserves blindées qui ne pourraient jamais être remplacées. L'armée allemande à l'ouest en resta irrémédiablement affaiblie pour la défense du Reich lui-même. 16. Dresde, Hambourg et l'offensive de bombardement stratégique. Le débat qui persiste, 1943 à 1945. Parler de la campagne de bombardement stratégique comme d'un moment qui changea la guerre exige une honnêteté historiographique. Le débat sur son efficacité réelle reste l'un des plus controversés de la Seconde Guerre mondiale. En juillet 1943, l'opération Gomorrhe, les attaques sur Hambourg, créa pour la première fois dans l'histoire une tempête de feu artificielle. Les conditions de chaleur extrême engendrèrent des vents allant jusqu'à 240 km/h qui aspiraient les gens vers les flammes. Environ 37 000 civils moururent en une semaine. Albert Speer, le ministre allemand de l'armement, dit à Hitler que si les Alliés menaient 6 attaques similaires sur d'autres villes industrielles, la production d'armement s'effondrerait. Ils ne le firent pas. Les Alliés poursuivirent les bombardements, mais sans se concentrer systématiquement sur les goulets d'étranglement industriels. La production d'armements allemande atteignit en réalité son maximum en 1944 sous la direction de Speer, malgré les bombardements. La question est de savoir ce qu'aurait été cette production sans les bombardements. La réponse de la plupart des historiens est bien plus élevée. Les bombardements détruisirent des villes, tuèrent des centaines de milliers de civils et obligèrent l'Allemagne à consacrer d'énormes ressources, y compris
des divisions entières d'artillerie anti-aérienne, des chasseurs qui auraient autrement volé sur le front de l'Est et plus d'1 million de travailleurs aux réparations, à la défense aérienne. Mais le coup fut énorme également pour les Alliés. Le Bomber Command britannique perdit 55 573 aviateurs tués pendant la guerre, le taux de perte le plus élevé de tous les services britanniques. Près de 90 équipages de la 8e force aérienne américaine atterrirent délibérément en Suède ou en Suisse pour y être internés. Les 13 et 14 février 1945, le bombardement de Dresde, une ville d'importance industrielle limitée mais remplie de réfugiés fuyant l'armée rouge, tua entre 22 000 et 25 000 personnes, selon l'estimation la plus récente et rigoureuse de la Commission historique allemande de 2010. Bien que les chiffres aient été exagérés jusqu'au million dans certains récits. Dresde devint le symbole le plus controversé d'une stratégie qui mêla objectifs légitimes et destruction massive de civils. Ce qui est clair, l'attaque du système allemand de carburant synthétique à partir du milieu de 1944 fut l'aspect de la campagne de bombardement qui paralysa le plus efficacement la capacité opérationnelle allemande. Lorsque la Luftwaffe et les divisions blindées commencèrent à manquer de carburant durant l'hiver 1944 à 1945, ce fut en partie une conséquence directe de la destruction des raffineries et des usines de carburant synthétique. À 17, l'Holocauste est la décision de la solution finale. La machine à tuer en marche, 1942. En janvier 1942, dans une villa au bord du lac de Wannsee à Berlin, 14 hauts fonctionnaires du Reich se réunirent pendant moins de 2 heures pour coordonner ce que leur document appelait la solution finale de la question juive. Le protocole de Wannsee, rédigé par Adolf Eichmann et signé par Reinhard Heydrich, est l'un des documents les plus froids et les plus troublants de l'histoire. Un registre bureaucratique de la décision d'assassiner 11 millions de personnes. Cela ne se produisit pas dans le vide, et ce ne fut pas simplement l'exécution d'un plan qui aurait toujours existé comme tel. La décision d'industrialiser le meurtre émergea d'une confluence de facteurs. La frustration des déportations massives vers l'Est, alors que la guerre contre l'URSS ne se terminait pas comme prévu, la radicalisation idéologique sous la pression de la guerre et l'élan meurtrier que les Einsatzgruppen, les groupes mobiles d'extermination qui suivaient la Wehrmacht à l'Est, avaient démontré possible dès l'été 1941. Treblinka, construit dans le nord-est de la Pologne en 1942, n'avait ni usine, ni sélection médicale, ni travail forcé. C'était exclusivement un centre d'extermination immédiate. En environ 15 mois d'activité, entre juillet 1942 et août 1943, les estimations les plus admises évaluent qu'entre 700 000 et 900 000 personnes y furent gazées. Le personnel comptait à peine quelques centaines d'hommes. L'historien Lawrence Rees, dans son étude exhaustive de l'Holocauste, documente comment les auteurs, pour la plupart des hommes ordinaires avant la guerre, s'adaptèrent progressivement à la violence. Le processus ne fut pas l'obéissance aveugle à des ordres irrésistibles. Ce fut la normalisation graduelle du crime dans un système qui récompensait la brutalité et punissait la pitié. L'Holocauste importe dans le contexte de ce récit, non parce qu'il fait partie de la stratégie militaire de la guerre, mais parce qu'il en est indissociable. Hitler sacrifia des ressources militaires rares, trains, personnel, munitions, pour poursuivre l'extermination même lorsque la guerre était déjà perdue. Les déportations vers Auschwitz depuis la Hongrie au printemps 1944 se poursuivirent, tandis que les Alliés débarquaient en Normandie. Jusqu'au dernier jour du Reich, la machine du génocide continua de fonctionner. 6 millions de Juifs assassinés, des millions d'autres de Polonais, de Soviétiques, de Roms, de handicapés, d'homosexuels. L'Holocauste ne changea pas l'issue de la guerre. Il fut ce que la guerre fut, dans son fond le plus sombre. 18. Le 20 juillet, l'attentat manqué et la défaite qui ne fut pas. 20 juillet 1944. À 12h42, le 20 juillet 1944, le colonel Klaus von Stauffenberg quitta la salle de conférence du quartier général d'Hitler à la Tanière du Loup, le Wolfschanze, à Rastenburg, sous prétexte d'un appel téléphonique.
4 minutes plus tard, une bombe enfermée dans une mallette en cuir explosa sous la table des cartes où Hitler suivait la réunion. Hitler survécut. La mallette avait été déplacée accidentellement de l'autre côté d'un épais pied de table en chêne par le colonel Heinz Brandt, qui avait besoin d'espace pour se pencher sur la carte. Cet obstacle en bois absorba une partie de l'onde de choc. 4 des personnes présentes moururent. Hitler sortit avec l'uniforme en lambeaux, des perforations au tympan, des brûlures et une main abîmée. Le colonel Friedrich von der Schulenburg, le même ancien ambassadeur à Moscou qui avait tenté d'avertir Staline de Barbarossa, fut l'un des conspirateurs exécutés. Ils furent jugés devant le tribunal du peuple, présidé par le juge Roland Freisler, qui les soumit à des humiliations publiques. La plupart furent exécutés par strangulation lente avec des câbles de piano à la prison de Plötzensee, et plusieurs des exécutions furent filmées pour qu'Hitler les visionne le soir. Si la bombe avait tué Hitler le 20 juillet 1944, la guerre se serait terminée des mois plus tôt. Les conspirateurs avaient des contacts avec les alliés occidentaux. Le successeur dans la chaîne de commandement que les conspirateurs avaient convenu était le général Ludwig Beck. Les conditions de paix auraient été négociées, probablement avant que l'armée rouge ne franchisse la ligne de l'Oder. Au lieu de cela, Hitler survécut avec la conviction que la Providence l'avait spécialement protégé. Il intensifia son contrôle sur les opérations militaires, refusant tout repli tactique et ordonnant la défense jusqu'au dernier homme de position qui n'avait plus aucune valeur stratégique. Les 10 derniers mois de la guerre en Europe coûtèrent plus de vies, allemandes, soviétiques, alliées et civiles, que les 4 années précédentes. 19. Les bombes atomiques. Hiroshima, Nagasaki et la fin d'une guerre. 6 et 9 AOT 1945. Le 6 août 1945 à 8h15 du matin, le bombardier B-29 Enola Gay ouvrit ses soutes au-dessus d'Hiroshima. Moins d'une minute plus tard, l'équivalent d'environ 13 000 tonnes de TNT détonna à 600 mètres du sol au-dessus du centre de la ville. On estime qu'environ 80 000 personnes moururent à l'instant de la détonation et bien des dizaines de milliers d'autres dans les jours, semaines et années qui suivirent, des suites de brûlures, de radiations et de blessures causées par l'onde de choc. La ville entière, une base militaire comptant une population civile d'environ 350 000 personnes, disparut dans un nuage de poussière incandescente. Le président Truman avertit le Japon qu'il pouvait s'attendre à une pluie de ruines venue des airs d'un type encore jamais vu sur cette terre. Le 9 août, alors que le Japon n'avait pas répondu par une reddition formelle, une seconde bombe tomba sur Nagasaki. Environ 35 000 personnes moururent sur le coup. Ce même jour, l'armée rouge franchit la frontière de la Mandchourie avec 1,5 million de soldats, attaquant l'armée japonaise du Guandong. La décision d'utiliser les bombes reste l'un des débats les plus profonds de l'histoire moderne. Les défenseurs soutiennent que l'invasion terrestre des îles japonaises, l'opération olympique pour Kyushu, était prévue pour novembre 1945, aurait coûté des centaines de milliers de vies américaines et possiblement des millions de vies japonaises. Sur la base du fait qu'environ 25% de la population civile d'Okinawa mourut pendant la bataille qui s'y déroula, une opération équivalente sur les îles principales aurait produit des chiffres incomparables. Les critiques soulignent que le Japon était déjà militairement au bord de l'effondrement à cause du blocus naval et des bombardements des villes, et que la décision eut également une dimension de démonstration de puissance envers l'Union soviétique, puisque les conversations de Potsdam se déroulaient simultanément. Staline savait déjà pour la bombe. Ses espions au sein du projet Manhattan l'avaient informé de l'essai au Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945, 2 jours avant que Truman ne lui en parle à Potsdam. L'anecdote est révélatrice. Lorsque Truman dit à Staline que les États-Unis possédaient une nouvelle arme d'une puissance inhabituelle, Staline se contenta d'un signe de tête et dit qu'il espérait qu'elle serait utile. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito s'adressa par radio à son peuple pour la première fois. La voix était tachée, la diction impériale presque incompréhensible pour un auditeur ordinaire. Mais le message était clair.
Le Japon acceptait les termes de la déclaration de Potsdam. La guerre était terminée. Sans les bombes atomiques, selon l'appréciation de l'historien Anthony Beevor et d'autres, l'empereur n'aurait pas trouvé la volonté tranquille dont il fit preuve pour imposer la reddition face aux militaires qui voulaient continuer à combattre depuis des grottes dans les montagnes. La guerre aurait duré au moins jusqu'en 1946. 20. Stalingrad comme symbole, Berlin comme conclusion. Le moment où tomba le rideau, 25 avril à 8 mai 1945. Le 25 avril 1945, des soldats de l'armée rouge et des troupes américaines se rencontrèrent sur l'Elbe, près de Torgau. Ils s'étreignirent. Ils se photographièrent. Ils burent de la vodka. Le Reich, censé durer 1000 ans, avait ses jours comptés. À Berlin, l'armée rouge refermait le cercle. Le général Vassili Tchouikov, celui-là même qui avait défendu Stalingrad mètre par mètre avec la 62e armée, commandait désormais la 8e armée de la garde qui avançait depuis le sud sur la capitale allemande. Zhukov attaquait depuis l'est. Les dernières défenses de la ville étaient tenues en partie par des volontaires des jeunesses hitlériennes, des adolescents armés de Panzerfaust qui n'avaient pas terminé l'école. Hitler avait rejeté toutes les offres de reddition et toutes les demandes de retrait. Le 30 avril 1945, alors que les soviétiques se trouvaient à moins d'1 kilomètre du bunker de la chancellerie, Adolf Hitler se tira une balle dans la tempe droite. Eva Braun, qui l'avait épousée la veille au soir, avala du cyanure. Leurs corps furent transportés dans le jardin de la chancellerie et brûlés à l'essence. Le maréchal Wilhelm Keitel signa la capitulation inconditionnelle allemande dans la nuit du 8 au 9 mai 1945, devant le maréchal Georgi Zhukov à Karlshorst, Berlin. En Europe, la guerre était terminée. Qu'avaient changé en 6 ans ces 20 moments? La suprématie aérienne américaine et britannique détruisit la capacité allemande à combattre en mouvement. Le courage des combattants de Dunkerque permit qu'il existe une armée britannique pour faire la guerre. La bataille d'Angleterre empêcha l'Allemagne de fermer l'Atlantique. Midway préserva la capacité américaine de contre-attaquer dans le Pacifique. Stalingrad démontra que l'armée la plus puissante d'Europe pouvait être détruite. Pearl Harbor et la déclaration de guerre d'Hitler apportèrent au conflit la plus grande économie industrielle du monde. Le prêt-de-bail fournit les matériaux sans lesquels aucun de ces moments n'aurait eu lieu. Et sous tout cela, la décision de l'Allemagne de mener une guerre d'extermination contre les peuples slaves, contre les Juifs, contre tous ceux qu'elle avait déclarés sous-hommes, donna à ses adversaires des raisons allant au-delà de la géopolitique pour ne pas céder. On pousse les hommes plus loin quand ils savent ce qui arrive s'ils perdent. Le 8 mai 1945, l'Europe comptait ses morts. Elle les compte encore.